Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Petite pause entre deux courses et je voudrais faire un petit point de l'évolution de notre mobilisation au soutien du peuple centrafricain. En ce mardi 2 février 2021, je vous souhaite la bienvenue, je vous dis Mbote, je vous dis Baramo, je vous dis Baramingi, comme on dit à Bangui. Et je voudrais simplement, pendant quelques minutes, attirer l'attention des Africaines et des Africains, des Centrafricaines et des Centrafricains, sur l'impératif de rester hyper actifs dans les initiatives pour le soutien au grand peuple du Centrafrique, menacé de destruction, envahi, agressé, étranglé, avec la complicité de l'alliance mafieuse de la France-Afrique. Aujourd'hui, je voudrais développer un point sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté dans mes communications précédentes. Il faut que les uns et les autres comprennent quelle est la stratégie, quelle est la tactique de la rébellion de la France-Afrique contre le peuple centrafricain et contre le gouvernement légal et légitime de Centrafrique. Il faut que ça entre dans les esprits et que tout le monde comprenne cela, depuis les villages jusqu'aux villes de Centrafrique. Que tous les patriotes centrafricains, que tous les panafricains du monde entier, que tous les amis des libertés africaines comprennent la stratégie qui est mise en place pour paralyser le Centrafrique ad vitam aeternam. Parce que si vous n'avez pas compris cela, vous risquez d'être facilement victime de la propagande que la France-Afrique, à travers les grands médias parisiens, la propagande que la France-Afrique répand à propos du conflit centrafricain. Donc il faut faire très attention, il faut bien comprendre quelle est la tactique et quelle est la stratégie d'en face. Et comprendre pourquoi il est nécessaire de faire face sur tous les plans à ce qui est en train d'être fait contre le peuple centrafricain et qui, en réalité, concerne tous les peuples africains. Je voudrais d'abord rappeler où nous en sommes avec deux initiatives de la société civile, des réseaux sociaux, lancées en faveur du peuple centrafricain. D'abord, nous nous sommes fixés pour objectif d'atteindre 10 000 signatures de partout dans le monde. Sur le site change.org, la pétition s'appelle « Pour la levée immédiate de l'embargo de la France via l'ONU sur la défense du Centrafrique ». Pétition pour la levée immédiate de l'embargo de la France via le Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes, sur la défense du Centrafrique. Cette pétition, dont l'objectif est d'atteindre 10 000 signatures de tous les pays, de toutes les nations, elle est en train de dépasser 5 000 signatures 2 jours après son lancement.
Elle a été lancée samedi, donnant à dimanche. Nous sommes déjà à mardi et nous sommes en train de dépasser les 5000 signatures. Je voudrais commencer par féliciter tous les Centrafricains, toutes les Centrafricaines, tous les Africains, toutes les Africaines, tous les amis européens, asiatiques, américains, des peuples africains en lutte qui ont signé cette pétition. Le lien de cette pétition est à nouveau affiché sur cette vidéo. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore signé à la signer. Allons-y vite pour être des 10 000 premiers signataires. On pourra continuer à la signer. Mais en tout cas, les 10 000 premiers signataires, eh bien, seront adressés par courrier et par remise en main propre au Conseil de sécurité de l'ONU, dont nous avons l'adresse et l'ensemble des responsables. Nous vous donnerons copie de tout ce que, eh bien, nous leur acheminerons au nom des 10 000 premiers pétitionnaires, disant ceci. La République centrafricaine a un gouvernement légal et légitime. Il n'est pas normal que la France, via le Conseil de sécurité de l'ONU, empêche la République centrafricaine d'acheter les armes qu'il faut pour que sa police, sa gendarmerie et son armée fonctionnent optimalement. C'est tout. Vous, Conseil de sécurité, vous savez très bien que c'est la France qui a introduit l'embargo contre les armes de la République centrafricaine depuis 2013. Vous, Conseil de sécurité, vous savez très bien que alors que les autres puissances sont prêtes à comprendre qu'il y a un gouvernement légal et légitime et que celui-ci a besoin d'une dotation suffisante pour protéger ses 623 000 km² et pour protéger sa population d'environ 5 millions d'habitants, vous le savez très bien, vous savez que les Russes, les Chinois, les Américains ne sont pas, et même les Britanniques ne sont pas opposés à la levée de cet embargo. Vous savez très bien que c'est Paris, c'est le pouvoir Macron qui s'oppose à la levée de cet embargo. Nous vous disons que l'Afrique des peuples, l'Afrique des citoyens, pas seulement les Centrafricaines et les Centrafricains, mais tous les observateurs et amis des libertés africaines sont au courant que c'est le gouvernement français actuel qui empêche le gouvernement centrafricain actuel d'accéder au marché international de dotation de son armée et ainsi d'être l'autorité fondamentale sur son propre territoire. Donc nous allons acheminer la preuve que 10 000 citoyens d'Afrique et du monde en général ont signé pour demander à l'ONU, eh bien, au Conseil de sécurité de l'ONU, d'arrêter de faire les 4 volontés de la France quand il s'agit d'un pays africain. Car, sur le papier du moins, l'Afrique est libre. Elle est indépendante depuis 60 ans. Ça ne peut pas continuer et il faut que cessent les initiatives réservées à la France sur les problèmes qui se posent en Afrique francophone. La France n'est pas propriétaire de l'Afrique francophone. Il ne faut plus qu'au Conseil de sécurité, quand il y a une résolution qui entre sur l'Afrique francophone, elle soit rédigée par la France. Nous demandons que cela cesse. La puissance française n'a pas le droit de rédiger a priori les résolutions qui concernent l'Afrique francophone. On ne veut plus de ça. Si cela continue, nous allons lancer un mouvement pour la sortie des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Afrique, les pays africains qui vont se rendre compte que le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies continuent d'autoriser la France à décider à la place de l'Afrique francophone, eh bien, nous allons lancer un mouvement continental pour sortir des Nations Unies. Pour dire qu'on ne veut plus voir un seul fonctionnaire des Nations Unies en Afrique. Faites très attention. Nous sommes déjà plus d'1 milliard en Afrique. Nous serons capables de mener, par la médiation justement de la société civile des réseaux sociaux, des mobilisations monstres. Ce qui commence là, vous ne mesurez pas ce que c'est. Nous allons vous montrer que nous sommes des peuples très anciens sur la terre. Donc, on va adresser ce message, ce premier message, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire l'Afrique est réveillée. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'êtres humains. Il y a là-dedans tous les métiers. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a des ouvriers, il y a des paysans, il y a des hommes d'affaires. L'Afrique est réveillée sur toute la terre. Nous ne voulons plus entendre que le petit Emmanuel Macron, qui est né l'autre jour ici à Paris, à Amiens, se lève et va à New York décider de l'avenir d'un pays africain entier. Macron n'est qu'un homme. Et il est le président de la République française. Son domaine de décision, c'est la France. Il faut que ça s'arrête là.
Ça, on va envoyer. Et je félicite les uns et les autres parce que nous sommes déjà en train de dépasser 5000 signatures en 3 jours. Allons-y plus vite, parce qu'entre-temps, ils sont en train de tuer des Centrafricains. Entre-temps, ils sont en train de réarmer la rébellion centrafricaine du Nord et du Sud. Ils sont en train de la réarmer. Nous avons même des informations selon lesquelles ils sont en train de leur distribuer des rations de vivres parce que certains nombres des poches de la rébellion étaient en train de crever de faim. Les rations alimentaires sont en train d'arriver sur leur position par des moyens exceptionnels qui ne peuvent être que ceux des États voyous de la France-Afrique qui entourent la République centrafricaine et qui font le jeu de Paris. Donc il faut faire très vite. Normalement, nous devons acquérir la capacité de signer une pétition de 10 000 signatures en une journée. Quand la cause est aussi claire et juste, il ne faut pas qu'on se traîne les pattes. Moi, je connais des émissions ici. Si c'était, je ne sais pas, une émission pour parler de commérage, une émission pour parler de diffamation au quartier, si c'était une émission pour parler d'histoire de cul, ben, j'aurais facilement 12 000 personnes en direct. Bon, il faut que l'Afrique, les Africaines et les Africains sur toute la terre, prennent au sérieux leur puissance. Les Africains sont puissants et ne s'en rendent pas compte. Ils ont du pouvoir et ne s'en rendent pas compte. Ils n'utilisent pas leur pouvoir. Il faut que nous apprenions à utiliser nos pouvoirs. Pouvoir de citoyen, pouvoir de communication, pouvoir d'action. Donc allons-y très vite, faisons les 10 000. Il y a une deuxième action qui a été engagée. Et celle-là, c'était une action inespérée. Parce que pour que l'Assemblée nationale française accepte que vous inscriviez une pétition sur sa page officielle, pour qu'elle enregistre une pétition, il faut se lever tôt. Il faut se lever très tôt. Pratiquement le même texte de pétition que nous sommes en train d'envoyer à l'ONU et qui est en train d'être signé par le site Change, le même texte, nous l'avons rédigé en l'affinant davantage pour l'adresser aux députés français. La Commission des Affaires étrangères a accepté ce texte. Mais pour que ce texte soit débattu au Parlement français, il faut qu'il y ait 100 000 personnes, soit des personnes qui sont résidentes en France, soit des personnes qui sont donc citoyennes, citoyens français. En fait, il n'est pas nécessaire d'avoir la nationalité française, il faut résider régulièrement en France. Dès lors que vous résidez régulièrement, vous pouvez signer cette pétition. Quelle que soit votre nationalité, si vous êtes résident avec les papiers, vous êtes résident régulier, vous pouvez. Si vous avez un numéro fiscal en France, vous pouvez signer cette pétition. Il nous faut atteindre les 100 000. Et là, nous avons fait appel à tous les dom-toms. Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Miquelon, la Guyane, la Polynésie. Nous leur disons, c'est maintenant qu'il faut aider l'Afrique. Quand un pays est étranglé, on désarme l'armée nationale d'un pays, on arme la rébellion. On surarme la mission des Nations Unies. C'est une recolonisation en plein centre de l'Afrique. Et le pays s'appelle le Centre-Afrique. C'est le centre de l'Afrique. Et il faut que la décolonisation structurelle commence par là. Donc, signons cela. Il ne nous manque pas 100 000. Il ne nous manque pas 100 000 personnes conscientes dans la diaspora franco-africaine. Il ne nous manque pas 100 000 Français de toutes origines conscients de ce problème africain. Il ne nous manque pas 100 000 Afro-Français ou Franco-Africains des Antilles, de l'île de la Réunion, qui ont d'ailleurs mené efficacement et courageusement des luttes émancipatoires ces derniers temps. Je pense notamment au mouvement émancipatoire à la Guadeloupe, au mouvement émancipatoire à la Martinique, contre le néocolonialisme béké. Il est temps d'utiliser la citoyenneté française comme un outil de lutte pour l'émancipation des peuples afro-français et des peuples africains. Et c'est une occasion. Il suffit d'aller, et le lien est à votre disposition sur cette page. Il suffit d'aller sur cette page, sur ce lien, sur le site de l'Assemblée nationale. C'est une pétition officielle. Vous signez. Et vous signez pour dire quoi? Qu'il soit mis fin à l'entrave, à l'embargo de la France contre un pays indépendant. Un gouvernement légal et légitime qui est empêché de se procurer les moyens de la défense de son territoire. Un territoire de 623 000 km². C'est beaucoup plus grand que la France métropolitaine. Un tel territoire ne peut pas être protégé par une non-police, une non-gendarmerie, une armée sous-armée. Voilà les deux initiatives que je veux rappeler. Et il nous faut faire vite. Parce que chaque seconde qui passe,
chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, ce sont des vies centrafricaines qui sont sacrifiées. Et ce qui se passe en Centrafrique va se passer encore plus gravement un peu partout. Parce que nous sommes dans un processus de recolonisation inavoué de l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe au Mali actuellement. Vous voyez ce qui se passe encore en République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe. Ce sont des processus de recolonisation insidieuses. On veut imposer en Afrique la présence permanente d'armées étrangères. On veut imposer dans tous les pays africains, notamment les plus riches en matière première, on veut imposer la présence d'armées internationales plus puissantes que l'armée nationale. Regardez au Congo-Kinshasa. On renforce chaque année la mission des Nations Unies. Mais la mission des Nations Unies n'a jamais empêché la guerre au Congo-Kinshasa. Par contre, elle a toujours favorisé le pillage du Congo-Kinshasa. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. La mission des Nations Unies en Centrafrique a plus d'hommes. Elle a plus de militaires, d'hommes en armes que l'armée centrafricaine. Elle a plus de 11 500 hommes. Et on s'en va à l'ONU dire qu'il faut leur ajouter 3 000 hommes. Comme ça, eux, ils vont passer à 14 500 hommes. Pratiquement 15 000 hommes armés sur le sol centrafricain. Alors que l'armée centrafricaine n'a même pas 5 000 hommes correctement armés. Je dis même pas 5 000. Donc vous vous rendez compte? Il faut montrer que nous avons pris conscience de cela. L'autre chose, et c'est la question qui revient, la pétition au Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'elle va amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à changer d'avis? Non, pas forcément. Puisque là-bas, il y a le droit de veto de la France. D'accord? Mais elle va amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à savoir que les Africains, les Centrafricains, savent que le Conseil de sécurité des Nations Unies est dans la combine pour tuer les Centrafricains. Ça change complètement l'image de l'ONU en République centrafricaine et en Afrique. Ce genre de démarche. Elle a pour but de leur dire que nous savons désormais quel est le rôle réel qu'ils jouent dans le génocide centrafricain. Et ainsi nous pourrons dire, nous vous avons prévenu. 10 000 d'entre nous sont venus à votre porte pour vous dire, laissez le gouvernement centrafricain se doter correctement de ce qu'il lui faut pour protéger son territoire. Vous avez dit non. Et par conséquent, nous vous tenons, représentants de l'ONU, pour coupables et premiers responsables du génocide centrafricain. Voilà, c'est ce qu'on appelle un changement de degré de conscience, un changement de niveau de conscience. C'est de ça qu'il est question. Quand une organisation internationale comme l'ONU se rend compte que le continent, la société civile continentale a changé de niveau de conscience et que désormais, parce qu'on empêche le gouvernement centrafricain légal et légitime d'avoir les moyens de sa défense, les Africains, dans leur écrasante majorité, considèrent la MINUSCA comme étant coupable de génocide. Attention, ils sont obligés de revoir toute leur politique dans la sous-région. Parce que leur mission va se transformer, va être combattue comme étant une armée coloniale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gouvernement centrafricain a fait un travail important. Le travail important qui a été fait par le gouvernement Touadéra Ngrébada, c'est l'alliance avec la Russie. Et les Russes qui soutiennent le Centrafrique ont besoin de sentir que nous, Africains, nous avons compris l'intérêt de leur alliance avec le gouvernement centrafricain. Il faut que nous, sociétés civiles africaines, nous fassions preuve de reconnaissance envers ceux qui nous respectent. Oui, c'est de cela qu'il est question. Parce qu'actuellement, là, si le gouvernement Touadéra comptait sur la MINUSCA et la France pour affronter les rebelles, il serait déjà tombé. Parce que la MINUSCA et la France s'étaient organisés pour que Touadéra tombe. Touadéra n'est pas tombé parce que son alliance avec la Russie lui a permis de dominer aériennement l'offensive du 13 janvier à Bangui. Son alliance avec la Russie lui a permis de gagner la première bataille de Bangui. Il a taillé en pièces la rébellion du Nord, qui venait par le front Nord, et la rébellion du Sud-Ouest, qui venait via la frontière congolaise et en partie via la frontière camerounaise affronter Bangui. Mais qu'est-ce que les Russes ont fait? Mais les Russes n'ont pas eu besoin de l'embargo français à l'ONU. Ils ont apporté le matériel qu'il fallait pour que les FACA combattent. Ils ont donné aux FACA le soutien qu'il fallait. Et ils sont maintenant sur le terrain, 1500 pratiquement hommes en armes pour combattre aux côtés des forces armées nationales centrafricaines. Exactement comme l'armée cubaine dut venir au secours
du MPLA en Angola pour que le MPLA résiste contre le régime sud-africain, le régime de l'apartheid, et résiste contre l'UNITA de Savimbi qui était super armée. Donc les Russes sont sur le terrain sur la base d'une alliance contre l'hégémonisme et contre la recolonisation. Bon, est-ce que les Russes ont déjà colonisé un pays africain? Depuis que la Russie existe. Même la Russie du Tsar, même l'Union des républiques socialistes soviétiques, quand elle a existé, est-ce qu'ils ont colonisé un pays africain? Non. Pourtant, ils ont combattu en Afrique et ils ont aidé les peuples africains. Les Russes ont aidé le Mozambique. Les Russes ont aidé l'ANC de Mandela. Les Russes ont aidé le MPLA en Angola. D'accord? Donc, il faut que nous, société civile africaine, quand nous avons une puissance mondiale qui se comporte d'une manière correcte envers un de nos peuples, envers une de nos nations, nous devons montrer que nous avons compris. Nous ne devons pas laisser cette puissance défendre notre pays frère de Centrafrique toute seule. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la puissance russe a été très claire. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, est allé là-bas contrer Jean-Yves Le Drian, alias Jean-Yves Le Truand. Sergueï Lavrov est allé au Conseil de sécurité pour dire laissez les Centrafricains se procurer les moyens. Laissez le gouvernement centrafricain se procurer des moyens de sa police, de sa gendarmerie et de son armée. Nous, les Russes, on ne veut pas remplacer les Centrafricains. Nous, Russes, on ne veut pas coloniser les Centrafricains. On veut aider le gouvernement centrafricain à avoir une armée nationale, une gendarmerie nationale, une police nationale et à contrôler lui-même 623 000 km² de son pays. Voilà ce que nous sommes venus faire. Or, la logique de la France, la logique de la MINUSCA, c'est que l'ONU renforce la MINUSCA. La MINUSCA qui a déjà plus de 11 500 hommes. Il faut qu'on leur ajoute encore 3 000 hommes. Comme ça, ils vont se retrouver à pratiquement 15 000 hommes. Alors que l'armée centrafricaine n'a même pas 5 000 hommes correctement équipés. Est-ce que vous voyez ça? Derrière la MINUSCA, la France veut organiser une recolonisation complète du Centrafrique. Parce que c'est la France qui contrôle la MINUSCA. C'est la France qui domine la MINUSCA. C'est la France qui domine la MINUSCA. Donc, il faut faire très attention. Alors, ce dont je voulais spécialement vous parler aujourd'hui, j'y viens maintenant. Je voulais d'abord ramener ces évidences à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. D'abord, en Centrafrique, il y a ce qu'on appelle l'opposition civile. Tout opposant civil qui dit là-bas qu'il faut qu'on renforce le nombre d'hommes de la MINUSCA, sachez que c'est un complice de la France. Je recommence. Je recommence pour ceux qui ne savent pas décrypter la politique. Tout opposant qui est à Bangui là-bas et qui dit qu'on doit renforcer la MINUSCA, qui a déjà 11 500 hommes, il dit qu'on doit ajouter des hommes à la MINUSCA et des armes à la MINUSCA, c'est un opposant pro-France-Afrique. Il est au service de Paris. Prenez vos calepins et notez. Notez ça. Pourquoi? Il est au service de Paris parce qu'il ne reconnaît pas le gouvernement Touadéra comme étant légal et légitime. Il considère que le Centrafrique doit donc par conséquent être remis sous tutelle onusienne. Or, la mission de l'ONU en Centrafrique, elle est contrôlée fondamentalement par Paris. À travers Mankeur Ndiaye, le Sénégalais Mankeur Ndiaye, qui est sous les 4 volontés d'Emmanuel Macron. Il monte, il descend. D'accord? Ça, c'est un. Je dis bien donc, allez prendre la presse et surveiller toutes les déclarations des opposants civils qui sont à Bangui. Surveillez les déclarations des opposants civils qui sont à Bangui. Tous ceux qui disent qu'il faut renforcer la MINUSCA, sachez qu'ils sont de mèche avec la rébellion. Parce que renforcer la MINUSCA, c'est affaiblir les FACA. Et affaiblir les FACA, c'est renforcer la rébellion. Je recommence. Renforcer la MINUSCA et non pas la police, la gendarmerie et l'armée centrafricaine, c'est en réalité affaiblir les FACA et par conséquent, c'est renforcer la rébellion. Parce que, rendez-vous compte que la France, à travers son embargo au Conseil de sécurité des Nations Unies, veille à désarmer le gouvernement. Mais l'embargo ne concerne pas les rebelles. Pourquoi?
Les rebelles du Nord sont armés par Déby. Déby leur procure toutes les armes qu'ils veulent. Les rebelles du Sud reçoivent des armes par la frontière congolaise de Sassou Nguesso. Sassou leur apporte toutes les armes qu'ils veulent. Et ces armes leur sont données avec la bénédiction de Paris. Donc on surarme la rébellion, on bloque le gouvernement, on l'empêche d'acheter officiellement des armes, et on surarme la MINUSCA. Ce qui fait qu'on se retrouve stratégiquement dans une situation de 2 contre 1. 2 contre 1. MINUSCA plus rébellion. Et ce 2 contre 1, MINUSCA plus rébellion, là, c'est la France-Afrique. Les 2 contre 1, là, globalement, c'est le système de la France-Afrique contre la minuscule armée centrafricaine, laquelle est empêchée de se doter au marché international des armes par l'embargo mis en place par Paris. Ça s'appelle attacher les mains de quelqu'un dans son dos et dire à ses camarades de bien le frapper et de dire à cette personne, il faut attendre. Laisse, comme il te frappe, après je vais te soigner. Laisse-les te taper, ça va te former. D'accord? Il faut que ce soit clair. Donc déjà, ne vous laissez pas distraire par les opposaillons qui sont à Bangui là. Ils disent que bon, ils appellent au dialogue. Bon, le dialogue auquel ils appellent n'est rien d'autre que l'art de gagner du temps, le temps que la rébellion s'organise pour attaquer Bangui. Parce que dans les plans de la France-Afrique, Bangui doit être attaqué encore. Deuxième chose, soyez attentifs à tous les commentaires des soi-disant spécialistes parisiens, les spécialistes qu'il y a dans France 24, RFI, et qui viennent parler du conflit centrafricain. C'est une mine d'or de renseignements sur les intentions de la France-Afrique. Tous ces spécialistes vous disent que le président Touadéra n'est pas légitime. Ils vous disent que Bangui est encerclé, on ne mange même plus à Bangui, que Bangui est en train de mourir. Ils vous disent que, de toutes les façons, Touadéra ne va pas s'en sortir, militairement. Ça là, c'est la thèse dominante à Paris. C'est ce que les renseignements généraux français leur ont dit de dire. Donc si vous allez sur RFI, vous allez sur France 24, vous allez sur TV5, vous allez attraper l'angoisse et la dépression quand vous analysez le problème centrafricain. Parce que eux, toutes leurs analyses convergent à dire que Touadéra est cuit. Touadéra ne va pas s'en sortir. Bangui est encerclé. Tout le monde est en train de crever de faim à Bangui. Vraiment, le Centrafrique est terminé. C'est ça leurs analyses. C'est-à-dire que c'est un conglomérat de corbeaux médiatiques, de charognards médiatiques. C'est un conglomérat de chauves-souris médiatiques qui est organisé autour du Centrafrique. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Entendez-les, mais ne les écoutez pas. Alors, vous connaissez la différence entre entendre et écouter, non? C'est-à-dire que ça entre ici, ça sort là-bas. Ne les écoutez pas. Écouter, c'est ouvrir son cœur à quelqu'un. Ces gens-là sont faux. Ils n'aiment pas le peuple centrafricain. Ça, c'est la deuxième chose. Vous voulez comprendre ce qui se passe en Centrafrique. Entendez ce que raconte RFI, France 24. Tous les médias français de Paris, là, entendez, même Jeune Afrique, qui fait partie des médias de la France-Afrique, entendez seulement. N'écoutez pas. Parce que si vous vous mettez à les écouter, vous allez attraper la dépression. Ils vont vous déprimer. Et c'est ça leur but. Leur but est de décourager le peuple centrafricain, de démoraliser le peuple centrafricain et de démoraliser les panafricains que nous sommes. Démoraliser les citoyens éveillés que nous sommes. Donc, il ne faut pas aller les écouter si vous n'êtes pas structuré. Il ne faut pas les écouter si vous n'avez pas une analyse dialectique de la situation. Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit clair. Les opposaillons qui sont à Bangui là, qui disent « Ah, il faut le dialogue. Ah, il faut renforcer la MINUSCA. » Sachez que ce sont les lieutenants de la rébellion. D'ailleurs, vous allez observer qu'ils ne sont pas loin de l'ambassade de France. Dès que ça fait « Hey !» ils vont courir à l'ambassade de France. Je vous donne leurs indices. Hein. Regardez bien la position des véhicules qui sont devant leur maison. Les véhicules qui sont devant leur maison, les premières roues, les roues avant, regardent la direction de l'ambassade de France à Bangui. Allez vérifier. Pendant que je vous parle là, vous allez vérifier. Devant leur maison, il y a des véhicules qui sont prêts et qui sont orientés vers l'ambassade. Dès que ça fait « Hey !» ils fuient à l'ambassade de France. Parce qu'ils font partie du plan. Eux, ils sont chargés de démoraliser doucement la population par des petites déclarations. Et certains sont malins, ils font faire des déclarations plutôt sur BBC. Parce que s'il dit ça sur RFI, on va savoir qu'il est complice. Non, il va faire une interview sur BBC. Ah, Bangui est encerclé. Vraiment, on crève ici. Vraiment, on ne parvient plus à vivre. Vraiment, c'est grave. Vraiment, il faut qu'on négocie. Bon, vraiment, il faut qu'on partage le pouvoir. Dans toute cette affaire-là, l'objectif, c'est d'étouffer Touadéra, Ngrebada, Linguisara et les tuer. Je recommence, hein.
l'objectif dans tout ce qu'ils font là, c'est d'encercler, étouffer Touadéra, Ngrebada, Wanzel Ngisara, et puis les tuer. Pour tuer l'espoir du peuple centrafricain. Vous notez ça, parce que je suis en train de vous expliquer les vautours qu'il y a. Maintenant, allons sur le terrain. Quelle est la stratégie de la rébellion centrafricaine? Et quelle est sa tactique? Je vais vous parler de la stratégie. La stratégie de la rébellion centrafricaine, c'est la stratégie de son véritable maître. Le maître de la rébellion centrafricaine, c'est la puissance néocoloniale française. Je recommence. La stratégie de la rébellion centrafricaine, c'est celle de leur maître. C'est-à-dire que les gens qui sont au nord, là, les gens de Séléka, là, les Noureddin Adam, les gens qui sont au sud-ouest, les gens de Bozizé, là, tous ont un seul maître. C'est Le Drian et Macron. C'est Paris. Quelle est leur stratégie? Il faut que vous compreniez ça. Celui qui a compris ça ne se laisse plus avoir. Leur stratégie est d'empêcher que le Centrafrique soit gouverné de façon moderne. C'est-à-dire d'empêcher que le Centrafrique devienne une puissance économique, une puissance industrielle, une puissance politique. Je recommence doucement. Depuis la naissance de la République centrafricaine, Paris a mis un point d'honneur à empêcher que ce pays soit industrialisé. Parce que regardez un pays comme le Centrafrique, c'est un pays qui a l'uranium, hein? C'est un pays qui a l'or, un pays qui a du pétrole, d'accord? C'est un pays qui a du manganèse, c'est un pays qui a du cobalt, c'est un pays qui a du coltan, mais il n'a pas d'usine. Il n'a pas d'usine pour tout ça. Aucune de ces matières premières n'est transformée sur place. Ça a été pensé. Pour cela, les déstabilisations successives de la République centrafricaine n'ont qu'un but, empêcher la naissance d'un gouvernement capable de transformer les matières premières sur place, de faire du Centrafrique une puissance industrielle africaine. Prenez un stylo, vous notez ça. Et regardez ce qui s'est passé depuis 1959 avec l'assassinat de Boganda jusqu'à maintenant. Nous sommes le 2 février 2021. Et vous allez voir qu'on a veillé à ce que ces gens-là ne soient jamais capables de transformer leurs propres matières premières. On a veillé à ce qu'il n'y ait jamais de décollage économique. Il ne faut pas que ce pays devienne un décollage économique. Donc ça veut dire quoi? La stratégie consiste à maintenir le Centrafrique au statut de réserve naturelle de matières premières pour l'économie et le capitalisme français. C'est-à-dire que depuis De Gaulle, on a conçu que l'exploitation des richesses du Centrafrique doit se faire au rythme de la France. C'est-à-dire que les dirigeants français doivent choisir quelle matière première on exploite et quelle quantité on prend. C'est comme si c'était leur frigo. J'utilise souvent cette métaphore. Le Centrafrique a été prévu pour être le frigo de matières premières de la France. C'est le congélateur de matières premières de la France. C'est fait pour attendre. Ce n'est pas fait pour être développé, exploité. Non. Diamant de Centrafrique. Non, tout ça doit attendre. Quand Paris en a besoin, Paris vient ramasser. Et Paris veille à ne même pas construire d'usine pour transformer ça sur place. Parce que ça risque de donner une classe moyenne, une classe ouvrière. Ça risque de provoquer une mutation de la société centrafricaine qui va devenir une société moderne. Non, 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 non. On a tout maintenu au stade primaire. Ça a été pensé. Et je vous ai déjà expliqué ça 1000 fois. Je vous ai parlé de la théorie de l'obsolescence programmée. L'obsolescence contrôlée du Centrafrique. Ça a été pensé. Donc, revenons au groupe rebelle. Comme le gouvernement centrafricain actuel s'est piqué de l'idée de développer le Centrafrique, le professeur Touadéra, mathématicien de formation, l'un des plus grands mathématiciens d'Afrique centrale, professeur de mathématiques, continuant d'enseigner les mathématiques à l'université de Bangui, a pensé la possibilité d'un développement systémique de son pays. Ça, c'est une faute grave aux yeux de la France-Afrique. C'est-à-dire que Paris considère que Touadéra est un ennemi mortel. Un Africain qui réfléchit, c'est un ennemi mortel. Un Africain qui réfléchit en faveur de l'Afrique, c'est encore un ennemi plus mortel. Un Africain qui réfléchit intelligemment en faveur de l'Afrique au point de mettre en difficulté Paris, c'est un Africain qui est voué à la mort. Mais comme ils ne peuvent plus tuer les Africains comme ils les tuaient avant, parce qu'avant on envoyait directement un espion des services de renseignement généraux français pour mettre la mort au rat dans le verre de Félix Roland Moumié. On t'empoisonnait directement ou bien on te logeait directement 2 balles dans la tête. Même en plein Paris. C'est comme ça qu'on a tué les Ben Barka, c'est comme ça qu'on a tué les Moumiés directement. C'est-à-dire que c'était une mission directe des services secrets français. Maintenant c'est difficile. Ce n'est plus comme ça qu'ils font.
Donc, on te piège dans un conflit dans ton pays natal, là-bas, on te tue dedans. Ou on te contraint à l'exil. Ou on fait renverser la situation de telle façon que toi, tu ailles en prison. Voilà, tu as 3 possibilités, l'exil, la mort ou la prison. Voilà leur méthode. Mais ils te font toujours tuer par des mains indirectes. C'est-à-dire que maintenant, la France-Afrique tue indirectement. Pour tuer un Africain, on cherche un Africain. On le paye, on dit va le tuer. C'est mieux pour eux comme ça. C'est beaucoup plus propre. Donc, la rébellion centrafricaine a pour but d'empêcher le développement du Centrafrique. La preuve. Depuis qu'il y a la rébellion en Centrafrique, mettons depuis 20-25 ans, quelle est la ville que la rébellion a développée? Est-ce qu'il y a une seule ville dans laquelle la rébellion s'est installée et puis a amélioré le niveau de vie des populations? Répondez. Centrafricains, vous êtes en direct là. Répondez. Rebelles centrafricains, vous-même qui êtes en direct, dites-nous quelle ville centrafricaine vous avez développée. Parce qu'il y a pas mal de parties du pays qu'ils contrôlent. Hein. Mais est-ce que vous avez vu les rebelles centrafricains développer même une usine? Vous les avez vus construire une route? Vous les avez vus construire des dispensaires, des hôpitaux, etc. Vous les avez vus faire ça? Non. Parce que leur objectif, c'est d'empêcher le développement du Centrafrique. C'est un objectif qui n'est pas par hasard. C'est prévu. On les a envoyés pour ça. Écoutez-moi bien. Ils ne développent rien parce qu'ils ont été chargés d'empêcher le développement du Centrafrique. Parce que le développement du Centrafrique va provoquer une mutation de la conscience des citoyens. Et quand les citoyens connaissent une mutation de leur conscience, ils ont des revendications nouvelles. Et quand ils ont des revendications nouvelles, ils finissent par dénoncer le néocolonialisme. Paris a veillé à ce que le peuple centrafricain reste dans un état de conscience politique assez bas pour que des revendications de style bogandien ne soient pas nationalisées dans ce pays. Pour que tout le monde ne soit pas au niveau où Boganda voulait porter la conscience nationale. On a donc tout fait pour aplatir les Centrafricains. C'est-à-dire qu'on a transformé le Centrafricain en un pauvre type, en une pauvre femme. Moi, quand je vois les images du peuple africain de Centrafrique, les mamans avec leurs enfants, j'ai les larmes aux yeux comme je suis en train d'avoir les larmes aux yeux. Comment ces gens peuvent être nés sur l'une des terres les plus riches du monde et les enfants ne mangent pas? La terre de Centrafrique qui est capable de vous donner du manioc sans même que vous plantiez longtemps. Si vous oubliez les boutures, ça pousse et vous mangez. Comment c'est possible que depuis 1960, on n'a pas laissé dans ce pays-là l'embryon d'un développement pour que les enfants mangent? Que les enfants naissent dans des hôpitaux, des maternités correctes. Quand vous voyez un Centrafricain, vous avez l'impression que tous les Centrafricains, l'écrasante majorité des Centrafricains, vivent tous dans la condition des pygmées de la forêt équatoriale. Et vous pourriez penser que c'est un peuple sauvage. Non, ce n'est pas un peuple sauvage. C'est un peuple ensauvagé. On les a ensauvagés. On a empêché la naissance des usines, la naissance des hôpitaux, la réalisation des routes. On a empêché. On a empêché. Et pour cela, on fait venir des mercenaires étrangers. On recrute au Soudan, on recrute au Tchad, on recrute au Congo, on recrute dans toute la camelote des voyous qui se promènent et qui vivent de la gâchette facile à travers l'Afrique. Les gens comme ça vont venir développer le Centrafrique? Non. Donc notez, la stratégie du néocolon français, la stratégie de la France-Afrique, la stratégie de la rébellion centrafricaine est tout simplement d'empêcher le développement du Centrafrique. C'est ça leur objectif. C'est pour ça que leur problème n'est pas de gouverner le Centrafrique. Ils ne veulent pas gouverner le Centrafrique. Leur problème, c'est de rendre et de maintenir le Centrafrique ingouvernable. Car c'est cela que la France a pensé. Il fallait faire que ce pays-là ne soit jamais tout à fait gouvernable. Parce que tant qu'il n'est pas gouvernable, les matières premières, c'est la puissance française qui décide du moment où elle les exploite. Et avec quel groupe elle les exploite. Elle n'a même pas besoin d'un gouvernement pour ça. C'est pensé. C'est une instabilité contrôlée, organisée. Pour déstabiliser les intentions gouvernementales des patriotes centrafricains. Bon, ça c'est un. Maintenant, quelle est leur tactique? Parce que ça, c'est la stratégie générale. On sera toujours là pour empêcher qui que ce soit de bien gouverner ce pays. Comme ça, les matières premières vont rester pour nous en France. Maintenant, quelle est la tactique? Parce que la stratégie, là, c'est la méthodologie générale d'un combat politique. C'est la vision générale d'un combat politique. La vision générale, c'est de paralyser le Centrafrique, de telle façon qu'il ne soit jamais gouverné. Donc, d'en faire une espèce de no man's land, une espèce de Somalie permanente. Somaliser le Centrafrique, de telle façon qu'il soit impossible à un gouvernement quelconque de conduire ce pays d'un niveau zéro, où il est actuellement,
à un niveau 0 plus 1. Non, on doit le maintenir à 0, au ras des pâquerettes. Bon, maintenant, quelle est la tactique? Comment ils font? Leur tactique consiste à donner l'impression d'occuper des villes. Chaque fois que l'armée nationale, avec ses alliés, reprennent une ville, ils se déplacent ailleurs. Donc, en fait, leur tactique consiste à se promener avec le désordre. Je recommence. Notez bien la tactique de la rébellion. Et ils ne sont pas là pour gérer des villes. Quand ils disent qu'ils ont pris une ville, c'est juste pour harceler le gouvernement. Parce que, entre-temps, quand ils ont pris une ville, ils sont renseignés par leurs puissants alliés qui leur disent que les gens là arrivent. Allez plutôt dans l'autre. Donc, leur objectif, c'est de tourmenter le gouvernement. Je recommence. Leur objectif, c'est de tourmenter le peuple et le gouvernement centrafricain. C'est-à-dire que le peuple et le gouvernement centrafricain n'ont jamais un moment de repos. Il n'y a même pas un dimanche où Touadéra peut s'asseoir chez lui et dire « Ah, aujourd'hui je ne travaille pas. » Ce n'est pas possible. L'objectif, c'est de les harceler régulièrement, en permanence, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient l'intention de faire quelque chose de grand se découragent et tombent. Donc, la tactique est la suivante. Aujourd'hui, on occupe Boda. On voit que les FACA sont en train d'arriver avec les Russes et les Rwandais. On quitte Boda. On s'en va. On va occuper Bakouma. On voit que les FACA sont en train d'arriver à Bakouma. On quitte là-bas. On va tenter d'occuper Mbaïki. On voit que les FACA sont en train d'arriver à Mbaïki. On quitte là-bas. On attaque Bosangoa. On voit que les FACA sont en train d'arriver à Bosangoa. On quitte. Et ils veulent passer tout le mandat, le nouveau mandat du président Touadéra, ils veulent le lui pourrir. De telle façon qu'il va passer tout son mandat à courir d'une ville à une autre. Ils ont pris telle ville. Ok, on s'en va reprendre. Quand on a fini de reprendre, ils courent prendre une autre. On court encore pour reprendre. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est ce jeu du chat et de la souris qui est imposé au gouvernement centrafricain et au FACA? Ils prennent à gauche. Les FACA courent pour reprendre. Ils prennent à droite. Les FACA courent pour reprendre. Pendant que les FACA reprennent, ils reprennent à gauche. L'objectif est de tourmenter le pays. C'est la méthode du diable. Et c'est ce que vous voyez au Mali. Awa Berté vient de souligner que c'est la méthode qui est utilisée par la rébellion malienne. Donc vous voyez que les rébellions de Centrafrique, là, ce n'est pas des rébellions de gouvernement. Hein. Parce que quand vous avez affaire à une rébellion de gouvernement, elle établit un QG quelque part et elle défend le QG. Elle défend le QG et dans sa zone, elle commence à fonctionner comme un État. D'accord? C'est ce qu'on appelle une rébellion de gouvernement. Parce qu'il y a rébellion et rébellion. Quand nous disons ça aux Africains, ils ne comprennent pas. Quand vous prenez l'exemple de la rébellion ivoirienne là, de Côte d'Ivoire, ils se sont installés à Bouaké, les Guillaume Soro se sont installés à Bouaké, ils ont commencé à administrer la zone, à gérer la zone. Ils ne s'étaient pas installés pour courir à gauche et à droite, non. Ils s'étaient installés pour dire, nous on va rester là et nous allons gérer. Nous allons gérer le problème d'eau de la population, les problèmes de médicaments de la population, les problèmes de nourriture de la population. On appelle ça rébellion de gouvernement. Mais en Centrafrique, ce n'est pas une rébellion de gouvernement. C'est une rébellion de dégouvernement, de non-gouvernement. C'est une rébellion de dysfonctionnement. C'est une rébellion de destruction. Ils ne sont pas là pour construire quelque chose. Ils ne veulent rien construire. Parce que la mission qu'on leur a donnée, c'est d'empêcher la construction du Centrafrique. Donc, les histoires qu'on appelle, les accords de Khartoum, ça ne concerne que ceux qui y croient. Les rébellions centrafricaines n'y croient pas parce que la France les a envoyés à Khartoum gagner du temps en attendant d'avoir Touadéra à l'os. Pendant qu'ils signaient les accords de Khartoum, on les armait pour pouvoir attaquer Touadéra. Pendant qu'ils signaient les accords de Khartoum, Bozizé préparait le front sud, Noureddin Adam préparait le front nord. Déby conseillait Noureddin Adam avec Seleka, et Sassou conseillait le front sud avec Bozizé. Pendant que Touadéra et son gouvernement signaient les accords de Khartoum, les gars préparaient déjà les batailles de Bangui. Et nous avons maintenant des captures audio où on entend des autorités de la rébellion expliquer que de toutes les façons, comment il s'appelle, le président Touadéra ne devait même pas prêter serment. Qu'ils avaient déjà encerclé la capitale, que leurs troupes étaient prêtes, qu'ils allaient prendre. Il y a des responsables de la rébellion centrafricaine basés ici à Paris, dont les conversations sont tombées sur les WhatsApp. Vous les avez écoutés. Des responsables de premier niveau qui expliquaient que normalement, mais cette affaire ne devait même pas arriver au 27 décembre. Ce qui est venu troubler tous les plans de Paris et des deux ailes de la rébellion, c'est l'entrée en action
de la Russie. Il n'avait pas prévu ce degré d'engagement des Russes. Macron ne pensait pas que les Russes puissent mettre les pieds aussi franchement dans son précaré. C'est les Russes qui ont changé la donne. Parce qu'ils ont amené au FACA quelque chose que les FACA n'ont jamais eu. La supériorité aérienne dans le combat. La supériorité aérienne. Ils ont amené ça au FACA. Ils ont amené au FACA une puissance de feu au combat de terre que les FACA n'avaient jamais eu. Et enfin, ils ont amené au FACA et au président Touadéra une crédibilité internationale puisqu'ils défendent la position du gouvernement au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est très fort. Le président Touadéra est l'un des hommes politiques d'Afrique noire à avoir obtenu le maximum d'engagement de la Russie poutinienne depuis que Poutine est au pouvoir. Il ne s'était jamais engagé en Afrique noire comme il s'engage, lui, Vladimir Poutine, pour le Centrafrique. Jamais il n'avait fait ça. Et ça, Paris n'a pas vu venir. Paris n'a pas vu venir l'engagement franc et fort de la Russie. Donc il est important que vous sachiez que la tactique ne consiste pas non plus à occuper des villes. Du coup, c'est important que les FACA, leurs alliés véritables, mettent en place un plan d'occupation et de conservation permanente des villes. Je pense même qu'il est important qu'avec leurs alliés, les FACA ouvrent un nouveau recrutement pour avoir ce qu'on va appeler une garde nationale centrafricaine. Parce que qu'est-ce qui se passe? En raison des effectifs limités de l'armée centrafricaine, comme elle est ballottée à gauche et à droite, on lui impose tactiquement le fameux jeu de la course du chat et de la souris. Ce qu'il faut, et c'est une idée que je propose au peuple et au gouvernement centrafricain, il faut ouvrir un nouveau recrutement. Et pour cela, il faut que la Russie accepte de doter davantage l'armée centrafricaine. Il faut ouvrir un nouveau recrutement et mettre en place le principe d'une garde nationale. C'est-à-dire que de toute urgence, on doit appeler 20 000 à 30 000 jeunes centrafricains les appeler sous les drapeaux. 20 à 30 000. Ils vont constituer les bataillons de réserve qui restent protéger les villes récupérées par l'armée. Parce que le problème, c'est que quand l'armée a fini de récupérer une ville et qu'elle va ailleurs, les gens la contournent pour venir. Il faut laisser des bataillons dans chaque ville. Il faut que chaque ville centrafricaine récupérée possède un bataillon et que la formation accélérée de la garde nationale centrafricaine, de la garde civile centrafricaine commence. Donc quand on libère une ville comme Boda, on laisse une garnison de 2000 hommes à Boda. Quand on libère, je ne sais pas, une ville, si ils avaient occupé Bossangoa, on laisse une garnison commandée par des officiers sérieux, avec des moyens sérieux. Il faut qu'on nous aide. Il faut qu'on nous aide à protéger le peuple centrafricain. Cette fois-ci, il faut mettre fin. Il faut mettre fin à des villes vides après les combats. C'est-à-dire, on finit de prendre une ville, on laisse la ville aux autorités civiles et on s'en va combattre ailleurs. Ça ne marche pas parce que ces gens-là ils ont les plans, ils ont des cartes et ils sont informés que la ville est vide. La ville est vide parce qu'on est allé combattre plutôt là-bas. Ah, on est allé combattre en Baïki. Ah, on est allé combattre. Dès qu'ils savent de quel côté sont les FACA, ils attaquent de l'autre côté. Ils attaquent de l'autre côté. Or, si chaque fois qu'une position est prise, est installée une unité sérieuse de lutte, les gens là ne vont pas revenir. Deuxièmement, si l'ONU traîne les pas à lever l'embargo sur les armes, nous demandons vraiment au gouvernement centrafricain d'insister auprès de ses amis russes de commencer la dotation aérienne de l'armée, sans plus tarder. L'armée centrafricaine doit disposer en permanence maintenant d'hélicoptères de combat. Il lui faut au moins une dizaine d'hélicoptères de combat. 4 sur le front nord, 4 sur le front sud, 2 en permanence sur le ciel de Bangui. C'est une urgence. Vraiment, s'il faut que nous, les Africains, on se lance dans une quête mondiale pour donner de l'argent au gouvernement centrafricain, qu'ils nous disent, on va lui donner. Le gouvernement centrafricain peut d'ores et déjà signer certaines concessions pour payer sa dette militaire. Et il faut se doter, il ne faut pas attendre. Vous êtes un gouvernement légitime et légal. Si vous restez là en train d'attendre l'ONU,
on va vous trucider dans Bangui. Donc voilà quelques idées que je propose face à la tactique, face à la stratégie de l'ennemi. Accélérer, chers frères et sœurs, la garde nationale centrafricaine, la garde civile. Il faut 20 à 30 000 jeunes. 20 à 30 000 jeunes qui reçoivent dans les 2-3 mois qui viennent une formation militaire accélérée. Ne serait-ce qu'ils atteignent le niveau élémentaire d'agents de police. Agents de police. Avec des cantonnements dans des tentes. Avec de l'entraînement militaire toute la journée. Le matin, footing dans la ville. La localité. Et activité première, on leur donne des concessions agricoles. Quand ils ne sont pas au combat, ils sont au champ. Pour planter le manioc, planter l'ananas, planter la banane. Il y a du travail en Centrafrique, il y a des terres versées partout. Moi, je vois un programme en 3 parties dans la journée. 6 heures de temps consacré au travail de la terre. 6 heures de temps à la formation policière, gendarmerie, militaire. 6 heures de temps consacré, 6 à 7 heures de temps pour le repos. Voilà. Et le reste, sommeil. C'est du travail pour les jeunes centrafricains. Et s'il faut nous demander une contribution internationale, une quête internationale pour le Centrafrique, que le gouvernement centrafricain nous dise où nous allons donner, on va lui donner l'argent. Nous sommes des millions dans le monde. Même si chacun a dit qu'il donne 50 € ou 100 € au gouvernement centrafricain, ça fait beaucoup. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Parce que notre dignité n'a pas de prix. Notre dignité n'a pas de prix. Et le gouvernement centrafricain n'a pas le droit de perdre cette bataille. Le peuple centrafricain n'a pas le droit de perdre cette bataille. Il faut faire vite. Vite, garde nationale. Mettre les jeunes au travail de l'agriculture. Certains seront chargés, habillés en uniforme militaire, nettoyer la ville, construire des latrines, construire des petites écoles, des centres de santé. Prenez le modèle de l'armée rwandaise. Kagame a fait de l'armée rwandaise le principal outil de développement de son pays. Allez regarder le travail que Kagame fait avec l'armée rwandaise. C'est un bon modèle. Mettez les jeunes centrafricains au travail. Donnez-leur la responsabilité de protéger leur pays. Quand une ville est conquise, on installe une unité. Une unité avec ces 3 fonctions. L'agriculture, l'entraînement, la préparation, la formation militaire et citoyenne et l'action opérationnelle, le contrôle du territoire. Terminé. Voilà une solution déjà pour donner du travail à 30 à 40 000 Centrafricains tout de suite. Et que les partenaires aident à financer. Et que les diasporas s'engagent à financer. On peut financer. Ça ne va pas peser énormément. Nous sommes des millions. Si nous avons compris que le développement de l'Afrique, c'est notre affaire, on redresse le Centrafrique. Et j'ai dit, il faut arrêter d'attendre quelque chose de Paris. Arrêtez d'attendre le CFA. Profitez de cette période pour en sortir, mes frères. Monsieur le Président, sortez du CFA, n'attendez plus rien. Demandez aux Russes de vendre au gouvernement centrafricain, d'apporter au gouvernement centrafricain toute la technologie de la fabrication monétaire. Fabriquez-nous l'Ubangui. Moi, je vais ouvrir un compte bancaire en Ubangui. Je vais ouvrir un compte bancaire en Ubangui. Je vais déposer des euros à la banque là-bas, en Ubangui. Vous me donnez l'équivalent en Ubangui. Quand je viens à Bangui, je dépense mes Ubangui, comme je veux. Il faut faire ça maintenant. Si vous pensez que Paris va vous pardonner, vous vous mettez le doigt là, dans l'œil, jusqu'au coude. Ensuite, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Paris ne vous pardonnera jamais plus ça. Sortez de ses mains pour toujours. Je vois des gens qui sont certains qui sont à Bangui et qui espèrent que Macron et les politiques français là, à un moment donné, vont être gentils avec eux. Seigneur, vous ne les avez pas étudiés, hein? C'est fini, hein? Et vous comprenez pourquoi les opposants pro-France-Afrique sont très chauds à Bangui? Ils sont très chauds. Ils veulent que la France-Afrique attaque. Ils attendent la prochaine bataille de Bangui. Leurs voitures sont orientées vers l'ambassade. Parce que dès que ça chauffe, ils vont à l'ambassade.
Parce qu'ils savent que là, ils seront protégés par l'armée française. C'est pour ça qu'ils parlent. Non, il faut renforcer la MINUSCA. Mais il faut le dialogue tout de suite. Il faut nous nommer au gouvernement. Vous nommez où? Dans quel gouvernement? Vous allez faire quoi dans ce gouvernement-là? Venir prendre des renseignements pour donner à Paris, pour mieux saboter le gouvernement? Oh. Donc je le dis, le président Touadéra le sait. Je ne lui ferai pas l'offense de croire qu'il ne sait pas que le pas qu'il a franchi vers la Russie est irréversible. Mais il faut franchir tous les pas, monsieur le président. Franchissez tout. Chez nous, à Abidjan, on dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Je suis dans votre position. J'appelle le gouvernement, je dis, en attendant la sortie officielle du franc CFA, mettez en place une stratégie monétaire indépendante. J'appelle mes conseillers russes, je leur demande au ministère russe de l'économie de nous apporter une technologie de machine. J'ouvre immédiatement la banque centrale de République centrafricaine. Je l'ouvre maintenant. Vous me donnez une semaine, elle est ouverte. Elle est ouverte. Parce que ces gens-là, il faut qu'ils comprennent qu'on peut vivre sans eux en Afrique. Il faut qu'ils comprennent ça. J'ai regardé le compte de la République centrafricaine au ministère français de l'économie. C'est un compte qui est au rouge. Et c'est un compte bloqué. C'est-à-dire que le ministère français de l'économie dit qu'on ne doit pas prêter l'argent à l'économie centrafricaine. C'est écrit, hein? C'est écrit sur la page du ministère français de l'économie. On ne doit pas prêter, on ne doit pas faire de crédit à l'économie centrafricaine. Rien. On ne doit rien leur donner. C'est écrit. C'est écrit. Donc quand c'est comme ça, vous perdez votre temps. Pourquoi? Vous attendez quel crédit? Vous attendez quel crédit? Faites votre monnaie. Faites votre monnaie, qu'on en finisse. La Guinée a sa monnaie. La RDC au sud là, du Centrafrique a sa monnaie. L'Angola a sa monnaie. Le Rwanda a sa monnaie. Le Rwanda a sa monnaie. Vous attendez quoi? Vous attendez la pitié de la France? On va pleurer ici. Hein. Si vous vous amusez à essayer d'aller leur dire pardon, ça va être un jour de deuil. Là où vous êtes sortis, là, sortez. Hein. Centrafricaine. Là où vous êtes sortis, là, sortez. Donc je voulais en particulier vous entretenir aujourd'hui de la tactique et de la stratégie de la rébellion. La stratégie d'abord, c'est empêcher que le Centrafrique se développe, donc le rendre ingouvernable. La tactique consiste à faire semblant d'occuper des villes pour harceler l'armée, obliger l'armée au jeu du chat et de la souris. Si l'armée et le gouvernement passent tout leur temps à courir après les rebelles, ils ne peuvent pas développer le Centrafrique et l'objectif de la stratégie est atteint. C'est tout. Or, si chaque fois maintenant qu'une ville est libérée, un bataillon de l'armée s'installe, notamment avec un renforcement par la garde nationale, une garde nationale dont la formation doit s'accélérer, c'est terminé. Le jeu du chat et la souris va finir hors des frontières centrafricaines. Ils ne vont plus entrer. Puisque quand ils sont chassés d'une ville, ils ne pourront pas aller vers une autre, puisque dans l'autre sont déjà en place des bataillons prêts à combattre. Prêts à combattre. Donc le jeu du chat et la souris doit finir par leur fuite. Pour ceux qui y survivront, ils fuient chez Déby, d'autres fuient chez Sassou, et puis c'est terminé, ils ne reviennent plus. Puis ils se disent que où qu'on aille dans ce pays-là, on nous attend. Où qu'on aille dans ce pays, on nous attend. Il faut qu'il soit dit, où qu'on aille dans ce pays, on nous attend. Voilà mon message du mardi au peuple centrafricain. Voilà mon soutien au peuple centrafricain. Je rappelle que les deux pétitions, la pétition générale pour les gens de toute nationalité, elle est sur la page de change.org. Nous sommes déjà à pratiquement 5000 signataires. La deuxième pétition, celle-là, c'est pour les citoyens français et les résidents étrangers en France. Si vous êtes résident en France, donc vous avez un numéro fiscal en France, vous vivez en France, vous pouvez signer cette pétition. Elle demande la même chose, que le gouvernement français aille retirer l'embargo qu'il a mis sur les armes officielles du Centrafrique. C'est tout ce qu'on demande. Si le gouvernement français refuse, nous le tiendrons pour responsable du génocide centrafricain. Si à l'ONU, le gouvernement français n'écoute pas la voix
non seulement du peuple centrafricain, du gouvernement centrafricain, mais de tous les amis de la société civile au chevet du Centrafrique, nous le tiendrons encore plus responsable de tout ce qui va arriver. Et ainsi, la position de l'ONU en Afrique va immédiatement changer de nature. Grâce à cette mobilisation, tout le monde comprendra maintenant que la mission de l'ONU en Centrafrique est une mission coloniale. Et il faudra qu'elle soit combattue comme telle. Enfin, j'insiste auprès des autorités centrafricaines. Il faut renforcer l'alliance avec les Russes. Il faut la célébrer, cette alliance. Il faut lui donner tout son contenu. Il ne faut pas que, dans l'opinion internationale, la Fédération de Russie qui soutient le peuple centrafricain se sente isolée par le silence des Africains. Il faut parler. Nous devons parler. Nous devons mobiliser. Nous devons sensibiliser. Nous devons critiquer ce qu'il y a de critiquable. Nous devons être actifs. Voilà, en ce mardi, ce que je voulais partager avec vous. Le temps de cette pause qui s'achève maintenant dans 3 minutes. Donc, je vous remercie tous. Baramingi à Bangui. Baramingi à Bangui. Toutes mes salutations chaleureuses à nos pétitionnaires intrépides. Continuez s'il vous plaît de partager ces pétitions. Français de toutes origines, Français de France, Français des Antilles, Français de l'île de la Réunion, Français de l'étranger, aidez-nous. Résidents en France, résidents légalement en France, ayant un numéro fiscal, etc. Allez sur la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. C'est une pétition désormais officielle. Elle est respectée, elle est acceptée par les représentants du peuple français. Elle a été examinée par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française et elle a été acceptée. Nous avons le droit de demander que la France retire le blocage du droit du peuple centrafricain de se procurer les moyens de sa défense. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. La mienne n'est pas encore achevée. Le devoir, ici aussi, m'appelle. Merci encore. Portez-vous bien. Baramingi Kutazo. Sigila Mingi. La pétition est sur mon mur, Karim Donald. Elle est sur mon mur. Si vous allez sur mon mur, les 2 pétitions, même en en-tête de cette vidéo sur Facebook, cette pétition se trouve. Alors donc, il faut développer assez rapidement l'autonomie de l'armée centrafricaine. Il faut mobiliser assez rapidement le peuple centrafricain pour garder toutes les positions conquises par les FACA. Il ne faut pas laisser le jeu du chat et de la souris s'imposer. Parce que c'est ça leur jeu. C'est ce jeu qui empêche le développement du pays. Merci. Singila, singila, comme on dit.